Bonsoir tout le monde. Très content de notre rendez-vous hebdomadaire, donc le lundi soir. Et comme d'habitude, on va commencer par deux mots sur la Sikha. Il faut vivre avec son temps, vous le savez. Donc, vivre avec la paracha. Et la paracha nous dit, comme vous le savez bien, on est dans la paracha de Chayei Sarah, la paracha qui développe le On est dans fameux Valera cette semaine, hein. Vous êtes en Vaïra. avance. Ouais, non, 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 non. Je suis dans Vaïra. Je pense quelque chose, je dis autre chose. Voilà. Donc, on est dans la, la paracha de Veillera qui part donc du Akedat Yitzhak. Et cette Akedat Yitzhak, elle se caractérise par quelque chose de très spécial, où Akash Baruch Hu, il mitranen devant Abraham Avinu et il lui dit, je t'envoie une épreuve, donc l'épreuve de Akedat Yitzhak, et je te demande d'être ferme dans cette épreuve. Pourquoi? Pourquoi plus que dans les autres, et le Ur Kasdim, la fournaise ardente et toutes les guerres contre les rois, etc. Eh bien, parce que si tu ne tiens pas, si tu ne surmontes pas cette épreuve, le monde va dire que les premières n'ont aucune valeur. Voilà ce que nous dit Rashi, qui explique donc le pasouk du début de la Haggadah Yitzhak. Alors la question se pose, je discutais avec un de mes petits-enfants, chez Yéhi, il me dit, mais je ne comprends pas. Si j'ai 10 questions dans mon Mifrag et que j'ai réussi les 9 premières questions, ben, j'ai 9 sur 10, j'ai pas zéro. Alors pourquoi je vous dis, si tu ne surmontes pas la première épreuve, eh bien les premières n'ont aucune valeur. Bon, je n'ai pas 10 sur 10, je ne suis pas excellent, je suis pas un bon élève. J'ai réussi 9 épreuves. Pourquoi la dernière a tellement d'importance que sans la réussite de la dernière, eh bien les premières n'ont pas de valeur? Question simple, toute simple, et une réponse, j'ai envie de vous dire, sur laquelle je cogite, avec laquelle je vis depuis de très nombreuses années. Souvent, j'ai l'occasion d'expliquer ça à ma famille, etc. Vous savez, des gens qui font Messirut Nefesh, qui sont prêts à donner leur vie, il y en a plein dans les nations. Dans ma petite culture, on parle des frères blancs. Ce qu'on appelle les frères blancs. Ils savent avec un petit sourire, les frères blancs sont allés conquérir l'Afrique pour christianiser l'Afrique. Ils ont réussi. Et sachez que beaucoup d'entre eux ont donné leur vie pour cela. Ils ont fait par sur Nefesh. Ils étaient tellement convaincus de leur message qu'ils ont perdu leur vie pour ça. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas l'apanage du juif et de la Torah, du Yehudi, de donner sa vie pour Dieu, de faire des sacrifices. Et on vit dans un monde maintenant tellement fou qu'on voit autour de nous beaucoup de gens qui donnent leur vie, qui se font exploser pour je ne sais quel idéal. La malo. Mais si on examine bien cette mission de Nefesh des Pères Blancs ou je n'ose même pas dire leur nom maintenant, des Chaim, Gmurim, qui donnent leur vie pour je ne sais quelle idée, c'est ou bien parce qu'ils attendent une récompense, à savoir les Serchaïm en question, c'est je ne sais quel paradis avec je ne sais quel nombre de bétoulottes, de vierges, absurde, mais comme ça. Mais ils savent qu'ils vont gagner quelque chose. C'est une philosophie mortifère, ou l'amour, ou la mort, c'est pas si grave que ça. De toute façon, la mort, c'est mieux que la vie. Voilà. Dieu nous a mis sur cette terre pour mourir d'une certaine manière. Pour d'autres, les fers blancs, c'est quand même un peu plus honorable, on va dire. C'est un idéal un peu plus constructif. Ils ont une idée, une très belle idée. Ils veulent mettre, qui n'est pas fausse, hein, c'est à savoir répandre la Elokut, répandre Dieu dans ce monde. Bon, de manière tronquée malheureusement, mais en tout cas, le Rambam nous dit qu'il y a quelque chose de bien dans ce Mifsaïm qu'ils ont fait, à savoir comment le rhum du monde croit en Dieu grâce à ça. Mais regardez le point, il est extraordinaire, tout simple, mais il faut bien l'assimiler. J'ai connu des gens comme ça, des gens des idéalistes, médecins du monde, des amis qui faisaient des études comme ça, ils veulent aller dans les pays sous-développés, faire du bien dans le monde. Mais ce bien qu'ils veulent faire, qu'on la cavode, attention, hein, chose de bien, ça reste bien. C'est une manière de se réaliser, c'est une manière de s'épanouir, c'est une manière d'être bien avec soi-même. Et s'il faut donner sa vie pour être bien avec soi-même, ben on donnera la vie. Parce que vivre sans cet idéal, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine. Donc finalement, c'est un sacrifice qui est la réalisation du plaisir qu'ils ont sur Terre. Je ne parle pas des autres qui donnent ça pour avoir des vierges, etc. Bon, ça, je ne vais même pas en parler. Mais voilà, c'est pour une récompense future. Mais
donner sa vie pour réaliser son idéal, je vais vous dire, c'est pas si valeureux que ça. Qu'est-ce que Akash Baruch Hu demande à Abraham Avinu? Ça, c'est l'idée qui trotte depuis de très nombreuses années. C'est demander à quelqu'un de faire exactement le contraire de son idéal. Et ça, c'est Pachout, ça veut dire c'est Anochi Afar va Efer. Imaginons, allez, un exemple qui va vous frapper. Imaginez tous les shlouchim du Rabbi, depuis des années, ils sont montrés nefesh pour faire Avat Israël, pour s'amener la Torah. Tout à coup, le Rabbi leur dit, vous allez chez chacun, vous leur dites tout ce que je vous raconte, c'est des bêtises. La bonté, c'est des bêtises. Avat Israël, c'est des bêtises. Tout ça, je viens pour vous tuer. Après avoir proclamé, répandu qu'il faut aimer son prochain, Kalvachomer a plus forte raison son fils, il faut l'aimer. Maintenant, premièrement, tu vas le sacrifier, tu vas faire le contraire du message de la bonté, et deuxièmement, tout seul, dans un coin. Même ceux qui l'attendaient, le Amdomé la Hamor, ils sont restés très loin, personne n'a vu, personne n'a rien vu. Et dans son coin, Abraham devait revenir sans son fils. Qu'est-ce que tu as fait, Abraham? Je dois dire la vérité, j'ai tué mon fils. C'est invraisemblable. C'est une Messirut Nefesh incommensurable. Tradition des noces, Messirut Nefesh, c'est donner sa vie, ça veut dire toutes ses idées. C'est un monstre. Ce monsieur, c'est un monstre. C'est un monsieur qui a raconté n'importe quoi. Il fait le contraire de tout ce qu'il prêche depuis qu'il est né. C'est incompréhensible. Ça, c'est la Messirut Nefesh, la vraie Messirut Nefesh d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, les 9 premiers, c'est pas 9 sur 10, parce que c'est 9 de réalisation de ce que tu es, de ton épanouissement, disons le mot, de ton kiff. Tu as kiffé ton idéal. Et s'il faut se tuer pour ça, on se tue pour ça. Mais si tu es prêt à donner à Dieu ta vie absolue, il n'y a pas de récompense. Personne ne va le savoir. Tu vas être dans ton coin, qu'est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Parce qu'il a demandé, point barre. Quand ils vont voir ça, alors le monde va dire que les 9 premiers aussi, c'était exactement le même guédère, le même statut. Tu l'as fait non pas pour te réaliser, tu l'as fait non pas pour avoir des récompenses, tu l'as fait non pas parce que tu kiffes, parce que tu es bon, t'es gentil, t'aimes bien des invités à la maison. Il y a beaucoup de gens qui invitent parce qu'ils aiment bien avoir des invités. C'est kiffant d'avoir des invités, de faire un bon lechaïm avec des amis, là, malo. Mais si maintenant tu étais prêt à te sacrifier ton fils, alors les invités, le kiff que tu as avec tes invités, tu l'as fait parce que Dieu le demande, pas parce que dans ton etsem, dans ta nature, tu es comme ça, pour le bien. On comprend ce principe, je vous accorde que c'est Atzmut, hein, que c'est l'essence divine, tout ça. On est en principe très loin de tout ça, mais en principe seulement, parce que c'est devenu un caractère acquis pour Abraham, c'est devenu inné pour nous, il nous a transmis cette chose-là. Maaseh Avot, hein, c'est Siman Labanim, pour les enfants. Donc on a ce corps-là de donner sa vie, et même si on n'aura peut-être pas de récompense, et même si on ne sera pas glorieux de ça, on l'a fait parce que c'est Raton Hashem. Il fait le Emet, Mishum Shem Emet. Dieu il a demandé, pourquoi il a demandé que je sacrifie mon fils, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est Dieu, le créateur du monde, qui l'a demandé? Quand il a demandé avant de répandre la Eloku dans le monde, d'être mes fils, c'est le Torah et Mitzvah dans le monde, je l'ai fait. Quand il me dit de prendre mon fils, ben c'est tout, c'est comme ça. C'est aussi le bien, sachant que c'est, attention, il faut savoir que c'est le bien. Comme c'est Raton Hachem, c'est le bien. Ça devient le bien de tuer son fils. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et maintenant, Hachem me dit, maintenant, je sais que tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec un vrai don total de toute ta personnalité. Ce n'est pas l'expression de ta gentillesse naturelle, c'est l'expression de ton bitoul, de ton effacement devant Dieu. Voilà. Adkan. Hein, j'ai envie de vous dire à méditer, à méditer et prendre un petit peu de cet enseignement pour le vivre avec et savoir que tout ce que l'on fait, on le fait parce que Dieu le veut. Et si on ne réussit pas, ben, c'est pas grave, c'est grave, il faut réussir, mais ben, tant pis, on n'a pas réussi. Ashgacha Pratit, on n'a pas réussi, mais je vais continuer parce que le combat, il est vrai, parce que le combat, il est ordonné par Dieu, et c'est Avadim dans le monde, par des Rebbeim qui nous disent exactement quel est le Ratson Hachem dans notre génération. Voilà les quelques mots que je vais vous dire. Alors maintenant, on va passer donc à la route. Si vous avez des questions là-dessus, hein, je suis prêt à débattre. C'est très, très, très puissant, très intéressant. Le, les quelques à la route, la semaine dernière, donc, je vous ai fait un résumé succinct de tous les klalim, et je vous demande quand même de prendre des notes, comme je vous l'ai dit la semaine dernière,
de prendre des notes et de tâcher de vivre avec ça à la route. Donc, je vais vous faire la liste de ce que l'on a dit. Quand un juif fait un Issour Torah par inadvertance, à l'époque du Beth Amikdash, bon, il apporte un korban, de nos jours, il n'a pas le droit de profiter. Quelqu'un qui a cuit par inadvertance, il peut pas manger le produit de sa cuisson. S'il a fait un Issour des Rabanan, seulement, comme par exemple porté dans Carmélite, Bedi Abad, il peut profiter. Deux premières halachot. Troisième halakha que nous avons dit, c'est que Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il nous est permis de faire la majorité des Isurim des Rabanan, les Torah Mitzvah. Dans le concret, ça veut dire quoi? Par exemple, Ben Hashmashot, l'heure de Shabbat est passée, l'heure de l'allumage est passée, on a passé les 18 minutes. Eh bien, la lumière de la salle à manger n'est pas allumée, la plaque n'est pas branchée. On a une Goya, une femme de ménage à la maison, on a un voisin sympathique, on peut lui demander, viens brancher la plata, etc., allumer les lumières, fait toutes les. Et même, j'avais dit, allumer les bougies de Shabbat. C'est un Issour Torah, mais par un goy, c'est un Issour des Rabbanan, les Tzorech Mitzvah, allumer les bougies, c'est un Tzorech Mitzvah, on peut lui demander. Donc, rappelez-vous, dans cette tranche de temps qui s'appelle Ben Hashmashot, il est permis de faire un Issour des Rabbanan comme demander à un goy. Et on est allé très loin la semaine dernière. Imaginons que vous soyez dans un Uber, en une voiture, en taxi, il y a eu un retard, etc. Tant que la nuit n'est pas tombée, on peut rester dans le taxi et demander au chauffeur de vous ramener à la maison. Ça vous laisse quand même une marge en France de 20-50 minutes entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles pour rentrer chez vous. Après, bien sûr, c'est interdit, donc faut voir s'il y a Picouar Nefesh ou pas pour continuer. Et s'il n'y a pas Picouar Nefesh, il faut s'arrêter. Voilà. Ensuite, encore très rapidement, je vous rappelle, c'est à la route que il faut ruminer, c'est à la route. Il faut s'habituer à. Amir Alego, nous avons dit que c'est interdit, et demander à un non-juif de faire un interdit. Si un goy fait un interdit de la Torah pour nous, il a cuit quelque chose, il a allumé une bougie, etc., pendant Shabbat, pas Ben Hashmashot, il est interdit de profiter. Et s'il a fait un Issour des Rabbanan, il est interdit de profiter pour les personnes pour qui le goy a fait la mlacha, mais pour d'autres personnes, ça serait permis. Un dîme qui a ramené, si on amène quelque chose de route latroum, hors du domaine, le domaine autour de la ville, eh bien, la personne pour qui il a apporté les fruits ne pourra pas en profiter, mais d'autres personnes, des voisins pour qui le goy n'a pas du tout, n'avait pas du tout l'intention que ses voisins en profitent, ils peuvent en profiter. Voilà. Encore un ou deux la route, il est permis a priori de demander donc à un non-juif de faire un issour des Rabbanan pour une mitzvah. Par exemple, demander dans un immeuble sans héros, on peut porter dans la rue, c'est un issour des Rabbanan de porter dans la rue, dans l'immense majorité des rues, c'est carmélite. On peut demander à un non-juif d'aller chercher une bouteille de vin chez un voisin, des chalotes chez encore un voisin, quelque chose qui est utile. À la choule, il manque des chaises, des tables. On peut lui demander d'apporter des tables chez les voisins à côté. Pourquoi? Parce que le goy ne fait qu'un issour des Rabbanan, lui-même. Demander au goy, pour nous, c'est des Rabbanan, donc c'est un double des Rabbanan. En plus, c'est pour une mitzvah, des tables pour prier dessus, le vin, les chalotes pour faire le kiddush. Donc, ceci est permis. Et nous avons conclu, voilà, je me suis promis de ne pas dépasser 5 minutes de Khazara, mais ce sont des halakhot qui sont tellement fréquentes que j'aime bien les revenir dessus. Le dernier qui me reste, c'est les tzorer d'un malade. Un malade qui est en sakana, tout est permis, comme vous le savez. Il faut savoir, bien sûr, quand est-ce qu'il y a sakana. Quand il n'est pas en sakana, mais il est malade, c'est-à-dire il est d'un état tel que normalement on s'alite pour cette maladie. Alors, ce qui est permis, c'est d'abord l'axéra des médicaments, il faut prendre tous les médicaments. Deuxièmement, on peut faire un issour de Rabbanan, Béchinoud, un juif. Donc, vous pouvez aller à la pharmacie, à pied, prendre le médicament, le mettre sous le chapeau ou dans la chaussette, dans un endroit où on va porter avec un chinouille, enfin un sourd des Rabbanan de porter dans la rue, qui est carmélite, avec un chinouille, ceci est permis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est permis pour un malade alité, tout est permis à les dégoïs, pas un non-juif. Donc, si un enfant malade,
toujours pas en sac à nage, j'insiste, ou bien une personne adulte, il a une grippe, etc., il a besoin de médicaments, il peut demander à sa femme de ménage ou à un voisin de, d'aller chercher des médicaments, même si ce voisin est obligé de prendre la voiture, faire vraiment des vrilles souris de la Torah, il n'y a aucun problème. Vous pouvez lui dire, voilà, tu prends ma voiture, les clés de la voiture, elle va chercher les médicaments. Tout ça est permis. Donc, sachez, rappelez-vous, pour un malade, personne qui est alité, on peut tout demander à un non-juif. Comme bien pratique, le cas échéant, en espérant qu'on ne soit pas malade, mais bon, il faut bien savoir ces choses-là. Voilà, je vous ai résumé en quelques minutes le show de la semaine dernière. Y a-t-il des questions là-dessus? J'écoute. Bonsoir. Raph. On Bonsoir. peut demander a priori donc au goy, avant la tombée de la nuit, si on voit qu'il n'aura pas le temps ou qu'on n'a pas eu le temps, de transporter par exemple des chaises ou des choses, enfin de faire un transport d'objets dont on aurait besoin pour Shabbat. Mais on peut le faire même avant Shabbat en lui disant, si tu n'as pas le temps, tu prendras des chaises chez la voisine, tu les mettras parce qu'on attend du monde. Oui, si ce sont des choses importantes pour Shabbat, vous avez des invités, il faut des chaises. On ne mange pas de Oui, c'est moules. ça. Voilà, vous avez des chaises, c'est Ben Hashmashot, vous avez allumé vos bougies déjà, des 18 minutes sont passées, donc mais les étoiles ne sont pas sorties. Vous regardez la sortie de Shabbat, Tout à fait. Mhm. hein. Dans tout ce temps-là, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander à la femme de ménage de le faire, dans la mesure où c'est un Torah Shabbat. J'entends, hein, on a besoin pour Shabbat, nourriture, des lumières, pour rester dans l'obscurité. Oui, Oui, mais mais c'est ma question c'était a priori. On peut le faire a priori. oui, Ça oui, veut oui, dire quand on c'est pas voit médiéval, que madame. Shabbat n'est pas encore entré Oui, a et qu'il priori. reste, qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les tâches nécessaires, Bon, vous on comprenez, peut le madame, demander qu'a avant priori, Shabbat. j'ai bien compris votre question. Vous avez compris que le mieux, c'est de ne pas utiliser ces choses-là. Mais si vous êtes en situation comme ça, vous pouvez le faire sans problème, les rateries là. Ok, C'est clair? merci. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Écoute, allez-y. Messieurs, dames, posez des questions, n'hésitez pas, c'est avec les questions qu'on ouvre les débats. Pas de questions, c'est tout clair pour vous? Allez, pas de questions? On avance? Oui, s'il vous plaît, bonsoir. Oui, Euh, bonsoir. un sujet plutôt cache-route, ou peut-être Oui, du sabbat également. De oui, la allez-y. route qu'il faut éplucher, est-ce que c'est considéré comme une banane, par exemple, qu'on doit éplucher pour manger ce qu'il y a à l'intérieur? Vous demandez si on peut éplucher une banane? Ça vous demande? Non, une dame route. Ah, une fraude, madame. Euh, je vous corrige, c'est Adam Rout. Adam, en arabe, ça veut dire des deux. C'est pas Damrout, c'est Adam Rout. D'accord? C'est parce que vous dites Merci. directement. On a affaire à un spécialiste. Ah oui, là, j'ai entendu ça que depuis que je suis petit, par des gens qui parlaient arabe. On dit Adam Rout. Voilà, comme ça on dit. Alors, Exact. c'est entouré avec la cire, c'est ça que vous demandez. Exact. Alors, Il y a même une petite peau oui, oui, qui est... alors, c'est le même dîne que, comme vous dites, une banane. Donc, c'est une peau qui est dessus. Et comme le seul moyen d'accéder à ce qui est à l'intérieur, c'est précisément d'enlever cette cire-là, donc vous avez le droit parfaitement d'enlever, comme vous avez le droit d'enlever la peau d'une orange ou d'un fruit quelconque. Par contre, il faut respecter les conditions de Borer, à savoir, en l'occurrence, il faut l'éplucher dans la demi-heure qui précède la consommation. Demi-heure. Vous n'avez pas le droit de dire le matin, je prépare et tout, je vais enlever la cire à 8 heures du matin, on va le manger à Ah, midi. C'est juste avant de manger, dans la demi-heure qui précède. Ça, c'est une chose. Et puis, il faut le faire, bon, bah, ça c'est évident, pour le cas de la dame croûte, c'est le fait de le faire avec pas un ustensile de Borer, comme une orange, etc., avec les mains, avec un couteau. Vous pouvez le faire, par exemple. Par contre, sur des fruits où vous pourriez utiliser l'épluche légumes, ça c'est interdit parce que l'épluche légumes, c'est un ah, ustensile de Borer, c'est interdit. Mais vous le faites avec un couteau. avec un couteau. C'est bon? Merci beaucoup, c'est Je vous en clair. prie. Allez-y, posez vos questions, messieurs, dames, Bonsoir, allez-y. J'ai une petite question par rapport. Voilà, si c'est, on est de Ben Hashmashot, hein, Shabbat est rentré, on est de Ben Hashmashot, et qu'il y avait un téléphone portable qui était encore en évidence, quoi, qui était sur une table. Est-ce qu'on pouvait le prendre avec un chinouille et le déplacer, mettre dans un endroit qui gêne pas? Alors, je, je vais vous répondre déjà du plus dur au moins dur. Supposons qu'on soit Shabbat, pas Ben Hashmashot.
vous avez un objet comme ça, comme un portable qui est sur la table. De manière générale, Admor Zaken permet bien que c'est un moukse qui est chameau, il le permet de le porter ben natilé yadav, entre ses coudes. Bon, là, c'est pas du tout pratique. Vous pouvez le prendre comme ça, entre les mains, comme ça, de cette manière-là. Même Shabbat, vous avez le droit de le faire. Hein, il y a un besoin, il est au milieu de la table, il est gênant, on va le déplacer, donc vous avez le droit de le faire avec un chinouille. Ah Si ouais, on va ok. au bout de l'idée, ce qui est intéressant, c'est que si on va au bout de l'idée que j'ai exprimée tout à l'heure, à savoir que Ben Hashmashot, on peut faire un Issour des Rabbanan, si on est sur Ben Hashmashot, vous pourriez le déplacer sans chinouille, puisque de toute façon, c'est un Issour des Rabbanan. Et c'est sûr que l'enlever de la table, d'abord, l'équivalent de l'Etzorer Mitzvah, c'est l'Etzorer, ce qu'on appelle Efsed Meroubé. Un portable comme ça qui a une valeur au milieu de la table avec les enfants, il y a un grand risque qu'il s'abîme, qu'il se casse. Donc c'est comme une mitzvah. Donc à la limite, Ben Hashmashot, vous pourriez l'enlever carrément avec la main de manière normale et le ranger, votre portable. Et D'accord. donc Ben Hashmashot sans chinouille et pendant Shabbat avec chinouille. Ah, oh. Ah, d'accord. Ah, bah, Voilà. merci beaucoup. Je vous en prie. Allez-y. Autre question? S'il n'y a plus de questions, allez-y, n'hésitez pas. Hein, Oui, ce que j'avais pas compris tout à l'heure, vous aviez dit, bon, Ben Hashmashot, on peut faire un Issour des Rabbanan, comme par voilà. exemple demander à un goy, Un goy. mais si Demande à c'est un goy. mais là, pour le téléphone, là, si c'est nous-mêmes, c'est quoi? C'est parce que le Mouxé, c'est Midera Banane? Exactement. Vous avez dit. On a fait Baruch Hashem, je pense qu'on a passé en revue toutes les mlachot. Hein, Zoréa, Kotzer, semer, couper, moissonner, etc. Ça, c'est les mlachot du Mishkan, sont façon Minatora. Toucher de l'argent, Shabbat, c'est pas interdit. Minatora. Mouktsé, c'est tous les objets qui pourraient nous amener à faire une melacha sont interdits, bien sûr. C'est Ramour, hein, dans le Tanya, le Admorazaka, il dit attention, le Mouktsé, c'est très grave, c'est des Rabbanan. Mais il n'en reste pas moins que ça reste un Issour des Rabbanan. On n'a fait aucun guide Oui, de la Torah. La Torah n'interdit pas de toucher un objet quelconque. La Torah n'interdit pas. C'est la j'ai Torah qui compris. interdit. Et donc, eux-mêmes qui ont interdit, ils ont permis de le faire, Ben Hashmashot, pour un besoin d'une mitzvah ou bien FC de Meroubé, s'il a une grande paire d'argent. Oui, Donc, alors maintenant, du coup, par exemple, donc des épluchures pendant Shabbat, là, par exemple, le vendredi soir à table, bon, il y a un de mes fils qui m'a dit non, 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 tu peux pas enlever comme ça. Bon, mais là, du coup, pour rendre la table plus propre, on peut débarrasser les épluchures. Il faudrait le faire avec un chinouille et avoir comme but que ce qu'on enlève, c'est pour amener aux ordures. alors, bon, vous posez une question. Sur la table, il y a un tas d'épluchures, de fruits, etc. Oui, Alors, qu'on veut rendre un peu plus propre avant le Birkat Amazon, par exemple. voilà. Ou bien, parce que le lendemain, c'est vendredi soir, le lendemain, il faut que la table soit propre, il faut débarrasser, on est d'accord. Alors écoutez, sachez qu'il y a un grand nombre d'épluchures qui ne sont pas beaucoup. Des épluchures d'orange, etc. On en fait des confitures, on en fait des choses, c'est pas forcément mouxé. Vous restez sur la table. Les Par épluchures contre, il y a de des menthe. choses qui sont vadailles avec certitude du mouxé. Par exemple, les coquilles d'œufs. Ça, ni nous mangeons ça, ni les animaux qui sont autour de nous, les chiens ne mangent ça. Il y a certains animaux qui mangent, mais enfin, ils vivent pas autour de nous. Euh, les- pour ceux qui cassent les noix, bon, on est marmire de ne pas casser des noix, bien que ce soit permis d'après le din strict. Bon, il y en a qui cassent des noix, donc c'est sûr que la coquille de noix, elle n'est pas mangeable, elle est mouxée. Il y a un certain nombre, ou bien, j'en ai parlé l'an passé, le gros os, l'os à moelle, une fois qu'on a enlevé toute la moelle, l'os, il est mangeable par personne, ni par un homme, ni par un chien, il se casse les dents dessus. Donc, il est mouxé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce que j'avais conseillé lors de la précédente shiurim, de faire attention, de demander aux enfants, à la famille, que lorsqu'ils épluchent un œuf ou un tel os, etc., qu'ils le mettent dans l'assiette, dans une assiette, qu'ils ne laissent pas sur la table. De telle sorte que au moment où on débarrasse l'assiette, on peut le débarrasser avec l'os ou le mouxé, et à la cuisine, on verse tout ça dans la poubelle. Pourquoi? Donc, je vous rappelle le principe qui permet ce que je viens de dire. Ça s'appelle Tiltul Minatsad, Letzorer Tabaramoutar. C'est vous déplacer le mouxé de manière indirecte. Parce qu'en fait, votre kavana, c'est de débarrasser l'assiette. L'assiette, de toute façon, vous l'aurez déplacée, même sans l'os dessus. Donc, c'est un tilto, le mouxé qui est dessus, je le déplace minatsad de manière indirecte. Et
en fait, c'est pour le davar à moutard, c'est pour l'assiette. De toute façon, l'assiette, je devais l'enlever. Donc, en supposant que, alors, vous allez comprendre pourquoi j'ajoute ces détails. Imaginez qu'on soit tout seul avec son épouse, on fait très attention, on ne laisse pas la table se salir. Et donc, on fait attention de mettre donc les coquilles d'œufs sur l'assiette. Au moment où j'enlève l'assiette, j'ai le droit d'enlever l'assiette avec les coquilles d'œufs dessus. Mais la table est à peu près propre, on va dire. Il y a un autre concept qui permet, dans de nombreux cas, c'est quand tu as une grande famille, qui, Baruch Hashem, on n'a jamais vu une table shabbatique avec une grande famille, que Dieu les bénisse, hein, sans qu'ils aient renversé le coca, les satés autour de leur assiette, etc. Alors, les potes qui me disent que quand la table est toute sale comme ça, elle acquiert le din qu'on appelle de Geraf Shelri, le pot de chambre, un pot de chambre avec des saletés dedans. Eh bien, c'est dégoûtant. Comme c'est dégoûtant, d'un côté c'est mouxé, mais parce que c'est dégoûtant, les Chachamim, Mishum, Kavod Abriot, ils permettent d'enlever le pot de chambre et le vider aux toilettes ou ailleurs. Et donc, ça fait sourire. Donc, les Chachamim, ils estiment qu'une salle, une table d'une bonne famille juive en fin de repas, hein, bon, c'est tellement, on va dire, pas propre, qu'on a le droit donc de tout ramasser parce que ça prend le même statut que ce fameux pot de chambre qu'on a le droit de débarrasser parce que c'est pas un caveau d'abrio de garder toutes ces saletés sur la table. Donc, Et même si ce n'est pas à ce point sale, c'est-à-dire, par exemple, il y a des miettes, et puis par respect pour les miettes, et qu'on doit amener une marmite, on a besoin de la place. Alors, est-ce que ça, mes marfrat, mes machorat, mes comos, on ne peut pas libérer, nettoyer? euh, encore une fois, je vais bien préciser le cas que ce soit bien clair. Si la table n'est pas sale, comme je viens de vous dire, si elle est toute sale et tout, on peut débarrasser. Mais si, bon, c'est des gens qui font attention, il n'y a que 3 personnes ou 2 personnes, dire qu'il y a des coquilles d'œufs dans un endroit, de les prendre avec la main de manière normale pour mettre une marmite dessus, non. Vous déplacez de manière directe des coquilles d'œufs pour une marmite, non. Ce Tzorech Mekomo ne permet pas. Donc, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? C'est ou bien que la table est vraiment dégoûtante, alors tout est possible de débarrasser, ou bien que vous avez pris soin de mettre vos coquilles d'œufs sur l'assiette. Et donc, de toute façon, l'assiette, il faut la ramener à la cuisine. Et votre cabana, c'est de toute façon d'enlever l'assiette. Et à gave, en passant, vous enlevez les coquilles d'œufs. D'accord. Mon fils qui a une autre question. Allez-y. En mettant, s'il vous plaît, en mettant les déchets dans l'assiette, il n'y a pas le problème de Mevatel Kelim et Chano? On ne tient pas ça. C'est une soirée qui est marquée dans la Gemara, mais les mains ici, c'est pas. On est méquille. Ah, ok, d'accord. On est Et méquille. c'est C'est peut-être vrai mieux que de mettre. l'idée, elle n'est pas fausse. Hein, c'est la Gemara, elle ne met pas de pelle sur ça. Mais la conclusion, c'est que non. Il n'y a pas de issue D'accord. de Vatel mécano. Parce que Ok, d'accord. si tu réfléchis bien, Terem et Vatel, puisque le fait de poser un mouktsé sur un objet n'interdit pas de déplacer l'objet de mouktsé. Il ne devient pas mouktsé pendant Shabbat, l'assiette elle-même. Si on Ouais. avait mis un mouktsé avant Shabbat et qu'à l'entrée de Shabbat, il y avait du mouktsé, alors l'assiette aurait été bassis et davara assour. Bon, je rentre un Mhm. peu dans l'explication là. Mais là, tu l'as mis pendant Shabbat, donc l'assiette elle-même n'est pas mouktsé. Donc tu peux elle-même la rentrer à la cuisine et jeter Ok, donc les saletés en passant. ok, merci. Allez-y, autre question? Combien de temps avant la Seuda on a le droit de préparer vendredi soir les salades? À cause de Borer, vous parlez à cause du problème de Borer. Euh, je sais pas, en fait, une fois j'ai S'il n'y a préparé, pas on Borer, m'a à côté, s'il n'y a pas Borer, disons que vous préparez, ça veut dire tout est prêt, c'est au frigo, tout est prêt. Mais vous devez dresser la table. Vous pouvez dresser la table même 3 heures avant, il n'y a aucun problème. Dès d'accord, mais l'instant que vous préparez, vous dressez la table pour Shabbat même, il n'y a pas achana. Achana, une préparation qui est interdite pour le lendemain. Mais tant que c'est pour Shabbat, c'est permis. Pourquoi vous entendez, tout le monde entend que quand on prépare, on dresse sa table, on tâche de le faire assez proche de la oui, consommation? C'est parce oui, que on peut être amené, si on ne fait pas attention, à des melachot, à des isouris. Le cas classique, archi-classique, c'est borer. Si vous préparez, vous commencez à préparer vous préparez vraiment la salade. Donc vous prenez un avocat, et l'avocat, vous commencez à l'éplucher. Ça, si vous oui, l'épluchez 1 heure avant, c'est interdit. Pas à cause de Hachana, pas à cause de préparer, à cause de borer, c'est borer. oui, Mais si vous le oui, faites dans la demi-heure qui précède la consommation, c'est pas bourreur, c'est moutard.
D'accord. Mais on ne connaît pas l'heure précise exactement quand les messieurs arrivent. Vous parlez encore une fois, vous parlez pour Borer, on n'est pas pour les autres choses. Oui, 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 tout à fait, Alors, pour préparer alors, vraiment les salades. j'ai bien compris. Donc, il y a un crachage, il y a un risque de Borer, etc. Donc, comme vous ne savez pas à quelle heure votre mari rentre à la maison, bon, c'est une chez la classique. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Vous prenez de manière approximative, vous estimez à quelle heure la famille rentre à la maison. Dans beaucoup de familles, ça rentre entre 1 heure et 1 heure et demie. Hein. 1 heure et demie, c'est régulier. Donc, si c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, une demi-heure avant, à midi et demi, vous pouvez commencer à préparer. Ah, vous allez me dire, mais ce jour-là, le mari rentre à 2 heures. C'est pas grave. Parce que dans votre tête, ça a été fait pour être consommé dans la demi-heure. Ah, maintenant, il est arrivé un honnête, il est arrivé un événement qu'on ne l'a pas mangé tout de suite. C'est bien sûr pas interdit, parce qu'au moment où vous l'avez fait, c'est dans l'intention de manger tout de suite. Bon, maintenant, si votre mari, je ne sais pas de quel pays là vous êtes, si votre mari rentre du Fabringen à 4 heures de l'après-midi tous les jours, tous les Shabbats, ok, ça je suis d'accord, il faut pas préparer à midi. Vous avez compris. Mhm. Voilà. D'accord, merci. Merci. Allez, autre question. Excusez-moi, je voudrais que ce soit clair. Quand on épluche une orange, c'est Borer? C'est Borer, sauf s'il répondait aux conditions qui permettent. À savoir, C'est-à-dire de le manger dans la demi-heure. voilà, de manger dans la demi-heure, D'accord. l'éplucher avec les mains ou un couteau, pas avec un ustensile spécial. Bon, mais pour l'orange, ça n'existe pas. Mais pour les kiwis, par exemple, les kiwis, très souvent, on l'épluche avec un épluche-légumes. L'épluche-légumes, c'est un kéli de Borer. C'est un kéli qui est fait pour ça. Il n'a pas qu'une fonction de couteau. Un couteau, il a plusieurs fonctions, mais l'épluche-légumes, comme il s'appelle d'ailleurs en français un épluche-légumes, hein, le maklef, en hébreu, c'est maklef, c'est l'éplucheur. C'est vraiment, c'est sa fonction. Ouais, c'est sa fonction. Comme c'est un éplucheur, donc, il est interdit d'utiliser, même si je veux manger tout de suite. Vous D'accord. vous rappelez, j'avais dit, je sais pas si vous vous rappelez, avant Yom Tov, vous avez dit que Yom Tov, c'était permis, le maklef. Mm. Voilà. Mais Shabbat, c'est interdit. Euh, Ah, d'accord. je, je Merci. Oui, passe mon autre fils qui il voulait vous demander encore quelque chose, mais c'est plus sûr. oui. Bonjour, Rav. Je voulais savoir, s'il vous plaît, si par exemple, là, vous avez dit tout à l'heure que quand on enlève des épluchures, les sourires, mais comment ça, c'était pas permis quand c'était pas très sale et qu'on n'avait pas le droit d'enlever si on voulait mettre quelque chose à cet endroit-là. Mais si on les prend avec un chinouille, c'est permis? Oui, avec un chinois, oui. Si vraiment il y a Avec un un gros chinouille. dos, il n'y a aucune solution pour l'enlever. Aucune option, vous pouvez le prendre, c'est très compliqué, hein, puis c'est sale et tout, c'est pas évident. Je sais pas si Et ça chinouille, entre est-ce qu'on peut, comme ça, les mains retournées. Oui, oui, on peut il le prendre n'y a avec pas les le deux doigts, par choix. exemple? Il n'y a pas le choix, on peut le faire. Sachez que c'est une grosse marloquette, ça, mais Zaken, il permet. Ça, il permet. Merci. Mais par exemple, quand on parle de chinouille, si on retourne sa main et on prend avec les deux doigts, enfin avec deux doigts, on l'attrape comme ça. En ayant la main retournée, c'est un chinouille, ça, ou il faut vraiment. Il semblerait. Je vous dis, ce qui est marqué dans les poskim, c'est Benatil et Adam, entre les coudes. Bon, Ah, faut estimer que comme ça, les mains retournées aussi, ça doit être un chinois, je pense. Bon, d'accord. Merci. Merci, Rav. Merci. voilà. Allez-y. Il n'y a pas d'autres questions, je vais commencer. J'ai pensé aujourd'hui, hein, on va reprendre. Juste, si vous avez des sujets, je répète encore cette année, je me suis cassé la tête aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans un autre sujet complètement différent? Je vous ai fait il y a 2 ans, je crois, il y a de la catnérote, il y a Yichoud, Issour Yichoud. C'est très, très demandé et puis ça revient tout le temps. Donc voilà, je vous donne quelques titres. Si vous avez prévenu Gérard, envoyez un petit message et si ça vous plaît, on peut changer de sujet. Sinon, on va conserver donc notre cycle de Shabbat. Là, je voulais tout enseigner en 2 ans, donc je suis prêt à recommencer, quoi. Certains n'ont pas entendu, et puis de toute façon, il y a toujours des chidushim, des nouveautés. Donc, en général, quand on commence Shabbat, d'abord on fait les klalim que je vous ai fait la semaine dernière, les klalim, et puis en général, on commence par celles qui sont les plus shachechim, ça veut dire les plus fréquents. En général, c'est bon, c'est Mevachel, vraiment la mlacha à laquelle on est toujours confronté. Donc, et s'il n'y a pas encore de questions, donc on va commencer, hein, on va commencer un cycle avec la melacha de Mevachel. Mevachel, on a dit, c'est cuire. Ofo Mevachel. Il y en a deux, c'est important de parler des deux. Un qui s'appelle Mevachel et un qui s'appelle Ofé. Mevachel, c'est cuire à l'eau. Ofé, c'est cuire au four. Ce sont deux types de cuisson
qui amène donc un aliment de l'état de cru à l'état de cuit, mais la manière de cuire du bichoul dans l'eau ou dans un liquide, ou la manière de cuire dans un four ou de manière générale sans liquide, ça peut être grillé aussi. Au fait, c'est cuire au four, grillé, c'est cuire au feu, mais en tout cas, c'est une cuisson où ce qui change la matière, qui attendrit la matière, c'est le feu directement. Alors que le bichoul, en hébreu en tout cas, c'est le liquide qui pénètre l'aliment. Si c'est de la friture, par exemple, c'est l'huile qui est chauffée, donc qui pénètre les frites, et qui pénètre l'aliment et qui le cuit. Donc c'est un autre type de bichoul. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on tient, grande discussion dans les poskim, mais chez Rabat, nous tenons que lorsque un aliment est cuit d'une certaine manière, il sera interdit de la cuire de la deuxième manière. Parce que si on la cuit d'une manière, par exemple avec de l'eau, et puis qu'on l'a recuit sans eau, à la chaleur du four, cette deuxième cuisson, ce deuxième réchauffement apporte un shevach, apporte une amélioration que la Torah interdit. C'est ce que l'on appelle yesh bishul achar afia. Il y a l'interdiction de cuire avec un liquide. Bishul, c'est un terme générique. C'est une cuisson avec un liquide. Ça peut être avec de l'eau, avec de la graisse, avec de l'huile. Eh bien, yesh isur bishul, il y a l'interdiction du bishul achar afia. Et c'est une halakha dont on a souvent parlé, à laquelle il faut faire extrêmement attention. Des croûtons, des gâteaux, du pain, ce sont des aliments cuits au four, sans eau, avec la chaleur ambiante du four. Donc, si on les cuit avec de l'eau après, eh bien, c'est interdit, interdit. Donc, il est rigoureusement interdit de prendre des croûtons, par exemple, des matzot, c'est cuit au four, des biscottes, et vous mettez ça dans un liquide bouillant, interdit. Quel est richonne? Richonne, un kéli, donc un liquide qui était sur la plata, qui était sur le feu, c'est interdit. Et si on le fait, c'est très problématique. Alors vous allez me dire, ok, mais on ne met jamais dans de l'eau, dans le koum dans de l'eau qui était directement sur le feu. En général, qu'est-ce que l'on fait? On a un bouillon. Le bouillon, on le met dans de la marmite, on le met dans un bol. Le bol, c'est kélichéni. Donc on pourrait mettre les croûtons, les soupes au sème, on pourrait dire donc les petits croûtons qu'on achète comme cela. Eh ben non, non. Les poskim interdisent de mettre dans kélichéni. Pourquoi? Parce que ces croûtons en question, ces biscottes, ces matzot, etc., ces gâteaux, nous prenons un cas très courant le Shabbat matin. Si on a fait un café bouillant, du koum dans une tasse, on a fait Keli Sheni seulement, pas Keli Shishi. Avec Keli Sheni, on ne peut pas tremper un gâteau dedans. Parce que nous craignons que la chaleur de Keli Sheni cuise le gâteau en question. Du fait que ce gâteau, ces matzot, ces biscottes, etc., ont été cuits au four, elles sont faciles à recuire à l'eau. Elles sont ce que l'on appelle calées à bichoul, des choses qui sont faciles à cuire. Donc, soyez très vigilants. Vendredi soir, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui ont l'habitude de faire toujours un bouillon. Quand je suis à New York, je suis invité à New York dans les familles, qui servent là-bas, donc toujours le vendredi soir, on sert un bouillon. Et avec, bien sûr, les petits croûtons. Donc, je suis extrêmement vigilant que le bol en question dans lequel je vais mettre mes croûtons, ce n'est pas le premier bol qui a pris l'eau de la casserole, mais c'est que l'eau de la casserole, qui est richonne, est passée dans un bol numéro 1 ou bien dans une soupière, et ensuite dans un bol numéro 2. Donc, le bol dans lequel je mettrai mes croûtons, c'est Keli Shlishi, celui qui est sur le feu, l'intermédiaire, et c'est le troisième dans lequel on mange. Là, c'est permis. Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir dans Bichoul, un grand principe de Bichoul. Il y a plusieurs types de Bichoul, de cuisson, et successifs l'un après l'autre sont interdits, sauf dans le cas que je viens de vous dire, où on pourrait le faire cuire donc dans de l'eau si on est passé jusqu'à Kélichichi. Donc en deux mots, pour résumer, une fois que l'eau qui était dans le koum par exemple, a été mise dans une casserole, bouilloire, un grand bol, si vous avez l'intention de tremper votre gâteau dedans,
tâchez de prendre cette eau bouillante du bol, le mettre dans un deuxième bol. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez tremper, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la première chose, une autre halakha dans Bichoul. Bichoul, ça ne consiste pas seulement à mettre une marmite sur la plata. Le fait de remuer un aliment dans dans l'assiette, dans la casserole, pardon, imaginez que vous ayez le bon réflexe de dire, bon voilà, je voudrais touiller un petit peu le repas, faire que les parties bouillantes qui sont en dessous au-dessus, et les parties qui sont au-dessus tombent au fond, ça s'appelle mégis. Mégis, quand l'aliment n'est pas entièrement cuit, ça favorise beaucoup, beaucoup, beaucoup la cuisson. La chose est plus onctueuse, etc., elle cuit plus vite. Donc ça, c'est rigoureusement interdit. On ne peut pas remuer comme ça une casserole bouillante. Alors vous allez me dire, oui, mais si maintenant la tafina elle est cuite, hein, on est Shabbat matin, elle a cuit déjà plusieurs heures, qu'est-ce que ça peut faire que je remue? Bon, nous tenons, hein, là, à tient qu'on est mahmir de ne pas remuer, de ne pas être méguis, même un repas complètement cuit. On a toujours peur qu'il y ait des parties qui ont moins cuit, qui étaient parties d'une certaine région de la grosse marmite, et voilà, moins cuite. Et à cause de cela, il y a une deuxième khoumra que l'on fait, c'est que si on a découvert une casserole sur la plata, on n'a pas le droit de remettre le couvercle. Pourquoi? C'est simple à imaginer, parce que au moment où vous recouvrez la marmite, il y a toute la zéa, toute l'humidité, les vapeurs qui vont monter. Comme vous avez remis le couvercle, donc elles vont être bloquées par le couvercle, elles vont retomber dans le repas, dans le tafchid, et donc c'est considéré comme remué. Donc c'est une khoumra que l'on fait. Une khoumra que l'on fait. Faites extrêmement attention. Enfin, c'est tout simple, hein. Il y en a qui ne font pas attention, qui n'ont jamais entendu cela. Il faut pas, vous voulez savoir si votre repas il est bien cuit, il ne faut pas avoir la bonne idée de le découvrir, ni sur la plata, de découvrir, regarder, ah non, ça y est, il n'est pas cuit, je recouvre. C'est pas ça. Donc, on a dit, remuer est interdit, remettre le couvercle qu'on a découvert, on ne peut pas le remettre, donc on ne touche pas la marmite qui est sur la plata. Alors, le colère de tout ça, alors c'est bien bien. Alors, ça veut dire quoi? On peut pas servir la famille et remettre ensuite la marmite sur le feu. Souvent, on fait cela. On sert une partie de la famille, on va dire Shabbat midi, et on sait que la famille n'est pas toute rentrée de la choule, donc on voudrait remettre la dafina sur la plata. Est-ce qu'il y a une solution? Comment on fait? Ah voilà qu'on l'a découvert. Pour servir la première partie de la famille, on l'a découvert. Eh bien, dans ce cas-là que je viens de citer, ou bien dans le cas aussi qui arrive, où on enlève la plata parce que c'est en train de brûler. On sent que ça commence à brûler. On voudrait ajouter de l'eau. Je commence comme ça en introduction à Bichoul. Avant de vous donner tous les klalim, voilà, deux ou trois chez l'autre très fréquentes. Eh bien, sachez que si on a enlevé la marmite de la plata, on a le droit de la découvrir et la recouvrir hors du feu. C'est ça le chinouk, la finesse. Et pour ce qui me disent que lorsque la marmite a été ôtée, a été enlevée du feu, le fait de la recouvrir, le rachage, la crainte qu'il y a sous ce système que j'ai expliqué, qu'il y a la buée qui monte, les vapeurs qui montent et qui se mélangent tout, il est beaucoup plus petit, on a le droit. Donc si vous devez servir la famille, remettre la marmite sur le feu, vous pouvez le faire. Faites attention que vous tenez toujours là. On reviendra sur ça à la fois, bien sûr, le khazara. Vous attrapez la marmite, vous la découvrez. Vous n'avez pas le droit toujours de remuer la marmite. Par contre, servir la famille, on a le droit, bien qu'on sait pertinemment qu'en servant la famille, on remue un peu, mais comme on remue très très peu, c'est ce qu'on appelle, c'est pas psychréché, c'est pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit, donc c'est permis. Donc en deux mots, je résume, le cas où on voudrait servir toute la famille, et donc obligatoirement on est obligé d'enlever le couvercle, ça sera permis mais hors du feu. Quand on a servi la famille, on remet le couvercle et on remet sur le feu. Et le rachage de Mégis, de remuer, tant qu'on sert sans vraiment remuer,
c'est permis. Et cette halakha que je viens de vous dire, et je vais m'arrêter là et je vais écouter vos questions, ça arrive quand la date brûle. La date brûle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit découvrir, recouvrir, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la DAF, on la sort de la plata. On peut la découvrir hors de la plata. Vous avez le droit de mettre la DAF sous le robinet du kumkum. Bon, techniquement, ça peut être un peu compliqué, hein, il faut être un peu sportif. Le mieux, c'est de se mettre à deux. Vous mettez à deux, un qui tient la marmite sous le kumkum, l'autre qui ouvre le kumkum, et l'eau tombe dedans. Une fois que l'eau, vous l'avez rajoutée dans la dafina qui commence à brûler, à ce moment-là, une fois que vous avez de l'eau, l'eau étant brûlante, elle était déjà bouillie dans le kumkum, donc il n'y a pas de bichoul à bichoul ici, ça a été cuit entièrement et c'est encore bouillant, on peut le mettre dedans. Vous recouvrez la grosse marmite, hors du feu toujours, parce qu'on est hors du feu, et là vous la mettez sur la plata, c'est permis. Voilà, c'est de la méthode qu'on a. La question qui est souvent demandée dans cet acte-là, est-ce qu'il n'y a pas un rachage, une crainte ou quoi, que lorsque l'on met la dafina sous le kumkum, eh bien, il y a de la buée qui monte de la dafina et qui va peut-être pénétrer dans l'eau du kumkum et qui va rendre le kumkum Excusez-moi, Ravi, il y a quelqu'un qui doit couper un le bruit. son Là. parce qu'il y a un bruit de fond. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? S'il vous Ouais, plaît, s'il y a quelqu'un qui peut couper son micro parce qu'il y a un bruit de fond. ouais. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, donc, je vous disais, il y a toutes les vapeurs qui montent. Est-ce que ces vapeurs qui montent, elles rendent le kumkum bassari? Tout souvent, les gens demandent, mais, on voit que ça monte comme ça. Alors, je vous rassure, non, ça ne rentre pas. Pourquoi elle commence à demander des explications? Ça s'appelle nitzok ribour, le fait que l'on verse de l'eau neutre, de l'eau parvée du kumkum dans la dafina. Donc, ça fait une connexion entre la viande qui est dans la daf et puis l'eau qui est dans le kumkum. Je vous rassure, ça ne rend pas l'eau bassari. Et donc, votre kumkum, il reste neutre, il reste parvé. Bon, c'est pas la peine d'approcher la DAF à 2 cm du robinet, laissez-la un petit peu loin, mais je vous rassure, les postkins n'interdisent pas ceci. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais prenez le psac. Donc, vous avez sauvé votre DAF et sans rendre votre kumkum passari. Voilà. J'écoute vos questions. Je pense que c'est des questions très fréquentes. Excusez-moi, c'est pas vraiment une question en rapport avec Allez-y, le madame. dîner de Shabbat, mais c'est avec la DAF. Est-ce qu'une personne, le matin, elle aurait le droit de manger la dafina comme nous, on mange un petit gâteau le matin? Est-ce qu'elle peut faire ça avant la tfila? Cette question est amusante. Mais à la vérité, je ne vois pas en quoi. Sachez que Minadine, vous sachez bien, Minadine, d'après Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de manger avant la tefila. Maintenant, les rébellions ont été Mechadesh. Bon, bien sûr, le Rambam dit qu'une personne qui est malade, qui a besoin de manger, bon, il a pas de manger parce qu'il est malade. Maintenant, les rébellions nous disent que dans notre génération, on est plutôt faible. Donc, il vaut mieux, un mot qu'on a reçu depuis des générations, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Il vaut mieux manger un petit peu pour pouvoir prier tranquillement, plutôt que prier avec l'idée qu'on se presse et tout parce qu'on a le ventre creux. Voilà. Donc on a le droit de manger quelque chose avant la tefila. En tout cas, chez nous, c'est comme ça, c'est le minag. Il y a beaucoup d'histoires, les rébim étaient makpid qu'on mange un petit quelque chose. Qu'on mange un petit quelque chose, on s'entend bien. Hein, pas faire un repas de Shlomo Ameler avec des crèmes et des gâteaux et tout ce que vous voulez. On mange vraiment quelque chose de frugal, juste pour être en bonne santé. Et puis pouvoir faire la tuila tranquille sans être dérangé par le, le ventre qui crie un petit peu famine. Maintenant, dans la mesure où une personne il préfère manger un petit peu de daf que de gâteau, je ne vois pas d'interdiction. Je vois pas d'interdiction. Il le fait pour la même raison que nous mangeons du gâteau ou un café au lait avec du gâteau, etc. Tout simplement parce qu'il préfère ça à un gâteau. Je ne vois pas d'interdiction, madame. C'est permis. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Hein. Rav, Autre question. est-ce qu'une louche, c'est considéré comme Kélicheni? Ah, alors, ça, c'est une question qui est longuement développée dans les post-kim. La louche, si on l'utilise pas trop de fois, 2, 3, 4 fois, elle a, pour les post-kim, un degré intermédiaire. Ça veut dire que c'est difficile de dire, parce que en fait, le nafkamina, les conséquences de votre question, c'est que si on le considérait comme Kedisheni, ça voudrait dire que quand on a pris avec la louche et qu'on a mis dans l'assiette ou dans le bol serait Kedishlishi, qui permettrait, dans ce que j'ai traité tout à l'heure, de mettre des croutons dedans. Alors, en général, c'est difficile de dire que la louche, c'est Kedisheni. C'est une darga intermédiaire. La raison est simple, c'est très très bien d'ailleurs, comme elle a été plongée. Si c'est de l'eau, c'est dans l'eau qui était sur la plata, ou bien dans la dave qui était sur la plata. Donc, elle chauffe beaucoup. Donc, c'est très difficile de considérer que, une fois qu'on aura vidé cette rouge dans un bol, dans une assiette, que le produit qui est dans l'assiette, c'est Kedishlishi. J'ai envie de vous dire, c'est 2,5. Donc, on sera mahmir que quoi? Que des choses qu'on ne met pas dans le Kedisheni, comme par exemple les croutons, eh bien, on ne mettra pas des croutons dans ce bol-là, vous voyez. Il faudra le transverser dans un autre. Sauf, alors, parce qu'il me parle longuement de ça, si vous l'avez utilisé une fois la louche, une première fois, vous l'avez trempé rapidement, là, elle n'a pas le temps vraiment de chauffer. Donc, effectivement, ce qu'elle a pris comme chaleur, ça devient un kélichéni et donc il y a eu une atténuation, oui. Mais si on l'utilise plusieurs fois, beaucoup de postes qui me disent qu'elle a même un deal de kéli richon. On a tellement trempé dans la lave plusieurs fois que d'ailleurs, vous voyez, c'est vraiment bouillant. Voilà, donc la réponse, c'est que c'est intermédiaire entre les deux. Allez-y, autre question. Pour se servir de la casserole, de la daf, de la casserole, et après remettre, est-ce qu'on a le droit de poser la casserole pas entièrement sur le sous-plat au lieu de la porter? Ça veut dire qu'on laisse un quart à l'extérieur, trois quarts sur le sous-plat, un quart à l'extérieur au lieu de la porter. Donc, vous dites qu'elle est toujours en partie sur la plata et vous la tenez avec la main pour pas qu'elle trébuche, c'est ça? Pas sur la plata, ça veut dire je la retire de la plata, je la mets sous un sous-plat, mais je la mets pas complètement sur la sous-plat. Je laisse un quart pas sur le sous-plat. C'est quoi le but de ce que vous faites? Pourquoi Eh ben, vous pour ne pas poser complètement vous sur, dire parce que l'anakha, c'est qu'il est interdit. Il est interdit de la poser entièrement. Alors vous demandez si on la pose, mais qu'il y a le quart qui est en l'air, il y a que la voilà. moitié, on va dire. Voilà. Oui, alors je vous dis, les petites suivantes. Vous avez le droit de faire ça, mais il faudrait que la partie qui n'est pas posée sur la table soit suffisamment importante que si vous lâchez, elle risque de tomber. Ah, Vous voyez l'idée? ah L'idée, c'est d'accord. que Oula. si, dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, elle est un peu considérée Hmm. comme suspendue. Maintenant, je vous rassure, madame, je vous rassure, si vraiment vous avez une grosse, grosse marmite qui est très difficile de porter comme ça, Oui, main en l'air, voilà. il y a un chazonish là-dessus, les postes qui me disent que tant que vous la tenez dans la main, la casserole, quand elle est lourde, je dis bien, elle est lourde, même que vous la Hmm, posez sur la table et qu'elle dépasse à peine de la table, c'est quand même permis. Parce que hmm, le fait que vous la d'accord, tenez dans la main, c'est un petit peu comme si elle n'a pas vraiment quitté encore c'est l'idée, la svara, la logique. Elle n'a pas vraiment d'accord, quitté la plata. C'est ça l'idée. Si la, d'accord, Par exemple, je vous dis ça parce que à la yeshiva, par exemple, dans les mosdot, euh, on ne peut pas enlever la grosse marmite et la tenir dans les mains, c'est impossible. d'accord. Dans ce cas-là, on s'arrange pour ne jamais la lâcher. Vous voyez, on la pose, on la sort, on la Très pose. bien. Voilà. D'accord. Et pour le couvercle, il faut le laisser Là sur la aussi, toujours à plata. l'extérieur, toujours à l'extérieur. Ah, on n'est pas obligé de le mettre sur Voilà. la plata, le couvercle. Le couvert. Comme, ça veut Ah, dire, vous demandez autre chose. Vous demandez si est-ce que le couvert doit rester sur la plata, sinon il va refroidir. C'est ça votre. voilà, 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 c'est ça. Alors, écoutez, je vous rassure, il faut faire attention. Je vous rassure. Effectivement, si le couvercle, vous le laissez une demi-heure à côté, il va refroidir. Mais si vous ne faites l'opération que le temps de servir la famille, c'est sûr et certain que ce couvercle-là, il va rester un peu tiède. Et tant qu'il est tiède, en bichoul acha bichoul.
Mhm. Or, avant qu'il refroidisse vraiment, il faut quand même un certain temps. Donc, vous avez comme ça une espèce d'autonomie, de tiédeur Mhm. du couvercle, grâce à laquelle vous pouvez prendre le couvercle et le recouvrir et le mettre sur la plate après. D'accord. En vérité, c'est quand le couvercle est refroidi vraiment que ça sera interdit de recouvrir et le mettre sur la plata. Sinon, c'est permis. Mhm. D'accord. Merci. C'est clair. Vous comprenez l'idée, hein. On le verra après. Ça, c'est parce que on D'accord. sait qu'un aliment qui a cuit, tant qu'il est encore un peu tiède, en bichoul achar bichoul. Tant qu'il est un peu tiède, même de l'eau. Mhm. Quand elle a complètement refroidi, qu'on dit yesh bichoul achar bichoul dans davar lach. D'accord. Et là, ça me fait rappeler une autre question que vous avez dit au début, que tout ce qui est dans Afia, on ne peut pas mettre dans l'eau bouillante, etc. Est-ce que ça inclut de saucer la challah avec la challah? C'est-à-dire que saucer avec la challah, on ne peut pas tremper dans un repas un Tremper, morceau de challah et tremper de la challah dans quoi? Dans de la sauce, dans quoi? oui, dans la soupe chaude, disons. Écoute, je vais répondre. Dans la théorie pure, si vous avez de la sauce qui est dans Keli Rishon ou Keli Sheni, en général, on ne mange jamais dans Keli Rishon, hein, on verse dans une assiette Keli Sheni. Bien sûr. En théorie, je veux dire, on ne pourrait pas tremper la challah dans cette sauce qui est dans Keli Sheni. Mais sachez une chose, quand on parle de Keli Rishon, de Keli Sheni, Keli Shlishi, on parle que le liquide en question, la sauce, elle est yad soledmo. Elle est brûlante, brûlante. Mm. J'ai du mal à imaginer que une fois qu'on a transvasé la sauce en question dans une assiette, qu'elle soit vraiment brûlante jusqu'à ce qu'il y a, vous mettez le doigt, vous allez brûler le doigt. Je ne crois pas que ça existe tellement, franchement. Mhm. Même si c'est très Mhm. chaud, je veux dire. Mais qu'on Mm. se brûle avec, on est très loin. Donc, D'accord. dans votre cas, je vois pas, il n'y a pas de problème, quoi. Mhm. Pas de problème parce que c'est toujours, ça refroidit un tout petit peu, en tout cas, ça descend un peu moins que brûler le doigt, et donc c'est permis. Donc, on Donc a le ça veut droit dire que de faire. ça veut dire que ce issour de Béchoul à Harafia, c'est quand c'est Yad Soledetto, c'est Oui, quand c'est absolument. Ah, bouillant absolument, de toute absolument, absolument, température. En absolument, dessous de madame. ça, tout est permis. Oui, vous faites bien dire ça. Il faut le dire, le répéter. Je dis comme ça. Kedi Rishon, ça cuit. Kedi Sheni, on est marmire que le pain, c'est calé à bichoul, et donc on peut le mettre dans Kedi Sheni. Mais tout ça, c'est quand le bouillon, il est très chaud. Ça veut dire Mhm. que si vous goûtez le bouillon, il est un petit peu tiédi, il n'y a pas de problème. Donc, Mhm. il faut bien savoir que chaque fois qu'on parlera cette année de Kedi Rishon, chez Dishliti, tout ce que vous voulez, c'est quand c'est très chaud. Quand l'eau est D'accord. plus chaude, elle est un petit peu tiède, c'est fini. Elle est descendue à moins de 40 degrés et c'est vite fait. Hein, on va laisser un café, au bout de 2 minutes, ça y est, il ne brûle plus. Hein. Eh bien, il y a plus bichou. Mhm. D'accord. Merci. Voilà. Rav, est-ce Oui, que, est-ce que un plateau que vous avez, qui est sur la plaque, mais qui n'est pas directement sur la plaque, c'est considéré comme Kelly Rishon? oui, madame. Oui, absolument. Un plateau qui est sur la... Qu'est-ce qu'il y a sur votre plateau? Il y a une Non, grille. vous avez en dessous, vous avez mis une grille et votre plat, il est sur la grille. Est-ce que c'est quand même Kelly Rishon? Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire sur cette grille? Quelle est c'est pour savoir si vous allez cuire quelque chose. Vous allez mettre un aliment Non, dessus? voilà, c'est sur la grille. J'ai mon plat, j'ai du poisson par exemple, j'ai mon plat de poisson. Est-ce que si je retire ce plat de poisson qui est dans une barquette, est-ce que c'est Kelly Rishon et je dois, avant de l'amener à table, le mettre dans un Kelly Sheni? Oui, absolument. Absolument. Si vous avez une grille et sur cette grille, vous avez une marmite, la Oui, marmite sur la grille, elle indique de quelle est absolument. d'accord. Malgré le fait, j'ai bien compris votre question, malgré le fait qu'il y a un espace entre les deux, et je vais aller plus loin encore. Si vous avez mis une marmite sur une autre marmite, encore plus, pas une grille seulement, la marmite, quand je parle bien d'une marmite qui a été vraiment sur la plata, qu'elle a resté des heures là-bas, elle a aussi indiqué les richesses. D'accord. Et petite question, que ce soit clair, parce que j'arrive pas à bien visualiser. Comment on fait pour que ce soit bien, pour prendre la marmite, la retirer de la plaque, servir, mettre dans un plateau pour servir et remettre sur la plaque, cette Alors, marmite? oui, alors, ce qui est marqué dans les livres, et clair dans les livres, c'est que pour pouvoir mettre sur la plaque, il ne faut pas que la marmite, il faut d'abord avoir l'intention de la remettre, bien sûr, pour que ce soit entièrement cuit. Et il ne faut pas que la marmite soit posée.
posée sur la table. Il faut Oda Beyado. Le mot de la Gemara, c'est Oda Beyado. Il faut toujours la tenir dans la main. Maintenant, ce que j'ai développé tout à l'heure, qu'appelle-t-on tenir dans la main? Il faut vraiment que ce soit suspendu. Le top, c'est oui. Oui, le top, c'est qu'on la tient toujours dans la main. Et en général, c'est difficile de servir quand on tient dans la main. Qu'est-ce qu'on fait? On pose la marmite sur la table, mais en diagonale, comme ça. Ouais. Hein, et on sert. Là c'est sûr que c'est permis. Et je vous ai dit, je vais avancer tout à l'heure, j'ai dit, sans être obligé de se mettre, parce que des fois, c'est pas pratique, vous pouvez garder la marmite, vous la posez carrément sur la table, vous la tenez, et de telle sorte que si on lâche la poignée, la marmite tombe. Dans ce cas-là, elle s'appelle suspendue. Et j'ai avancé encore dans le éther tout à l'heure, et si ceci n'est pas possible, si la marmite est très 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 lourde, on peut s'appuyer sur le fait que tant qu'on n'a pas lâché cette marmite, tant qu'on la tient dans la main, on a le droit de servir et de la remettre sur la plata. Donc, en ce qui vous concerne, ça va dépendre des circonstances. Si vous êtes une petite famille, ben ce qu'on fait en général, chez nous, on s'arrange pour avoir que la marmite soit toujours comme ça en diagonale, on sert, on remet. Si on ne peut pas, on la pose sur la table la moitié-moitié, et si on ne peut pas, on la pose entièrement, surtout sans la lâcher. Voilà, les Ah, quatre d'accord. niveaux. Ok, Il y a 4 niveaux, ça dépend de combien c'est lourd, combien c'est d'accord. possible Ok. d'être fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon? Voilà, donc on a fait une petite résumé petite introduction donc à Bichoul. On va revenir sur Bichoul. Il faut reconnaître que Bichoul et Borer, c'est vraiment, ce sont des mlachot. Chaque Shabbat, on est confronté. Je vois que malheureusement, même ceux qui savent souvent font des choses sans faire attention. On peut être amené à faire des issourim. Alors voilà, donc on va se quitter pour cette semaine, Zat Hashem, en espérant que dans les jours qui viennent, la Géoula, elle vienne. Hein. On attend, on est un. Amen. Hein, les événements ne nous montrent pas l'évidence de la chose. Il faut voir la chose de manière positive. Vous vous rendez compte un peu en Europe maintenant, c'est inimaginable. Les Juifs sont poursuivis en Europe, inimaginable. Eh bien, il faut dire que les derniers soubresauts, c'est Gog et Magog. C'est la vérité qui fleurit. Il ne faut pas vous tromper, hein, les Hollandais qui ont une réputation, qui ont caché beaucoup pendant la guerre, ils ont une bonne réputation. Anne Frank, on a l'impression qu'ils étaient un peu tzadikim, mais etc. Où il s'avère que c'était pas du tout vrai. Pendant la guerre aussi, ils ont été un petit peu dans le lot de toutes les nations qui n'ont pas protégé les Juifs, et on voit la preuve encore. C'est inimaginable, inimaginable. 80 ans après la guerre, on va se... Donc ça veut dire que pour nous, en tout cas, ça prouve bien que Levada Nishkon, c'est un peuple qui vit seul, mais pas seul, un homme il va avec Dieu. Et donc la victoire viendra. Comment elle viendra? On ne sait pas trop, mais elle va venir. Et Bekaro va marcher Bezat Hashem. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Allez, Koltou, des bonnes nouvelles. Amen, amen.